Bonjour à tous, on va commencer. Esther Duflo, vous prie de l'excuser, elle ne pouvait pas être là cet après-midi, donc je suis Marc Gurgan. Elle m'a demandé de la remplacer pour avoir le plaisir donc de vous introduire Carlo Baronet. Carlo Baronet est sociologue, il est professeur à Sciences Po. Et il travaille sur, de façon générale, la question de l'environnement familial dans la détermination des apprentissages des très jeunes enfants. C'est son sujet de recherche principal. Et donc, il va vous proposer son exposé. Je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci, Carlo. Merci, Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette présentation, je vais discuter dans quelle mesure des interventions qui visent à favoriser l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants peuvent constituer un levier pour promouvoir le développement cognitif et socio-émotionnel des enfants et réduire les inégalités sociales correspondantes. Je vais me concentrer principalement sur les interventions de soutien à la parentalité dans l'enfance. En effet, plusieurs recherches ont montré de manière convaincante que les inégalités de développement se manifestent dès les premières années, voire les premiers mois de vie des enfants, et qu'elles ont des conséquences, des répercussions à long terme sur la réussite scolaire des enfants. Par exemple, nous pouvons évaluer l'étendue du vocabulaire réceptif des enfants avec un test de vocabulaire réceptif, le Peabody Picture Vocabulary Test. Dans ce test, l'enquêteur prononce un mot et demande à l'enfant d'indiquer quelle image correspond à ce mot parmi 4 images différentes. Vous voyez l'exemple d'une plaque. Et lorsqu'on passe ce test à des enfants de 4 ans en France, donc des enfants de moyenne section, on constate qu'il y a un lien très marqué entre l'origine sociale, et notamment le niveau d'éducation des parents, et le vocabulaire réceptif des enfants. C'est un résultat préoccupant parce que nous savons que le vocabulaire réceptif avec la conscience phonologique est un des 2 prédicteurs les plus importants des apprentissages en lecture et en écriture à l'école primaire. Donc des apprentissages fondamentaux sur lesquels les enfants commencent à construire aussi leur confiance en soi, leur estime en soi. Cela nous rappelle que tout apprentissage a une dimension cumulative, donc tout apprentissage, toute connaissance repose sur l'acquisition de compétences et de connaissances préalables, donc une première raison importante pour intervenir tôt. Une deuxième raison, nous savons que la plasticité cérébrale des enfants est maximale pendant les premières années de vie, d'où l'intérêt d'intervenir dès le plus jeune âge pour favoriser l'égalité des chances dans l'éducation. Je voudrais rappeler maintenant rapidement pourquoi les interventions de soutien à la parentalité peuvent constituer une stratégie prometteuse et pourquoi les interventions éducatives, les réformes éducatives ne peuvent pas se limiter uniquement à ce qui se déroule en classe. En effet, en France, les politiques éducatives ont investi des moyens humains et financiers assez importants, par exemple dans des réformes dans l'éducation prioritaire. On peut faire l'exemple du dédoublement des classes de grande section, de CP et de C1, les classes de toute petite section, le dispositif coup de pouce, d'autres dispositifs d'aide aux devoirs. Cependant, si les évaluations d'impact montrent que ces réformes peuvent produire des effets, ce sont des effets parfois moins efficaces que l'on espérait, notamment par rapport aux moyens financiers et humains importants qui sont alloués dans ces interventions. Il y a évidemment plusieurs explications pour cela, mais je pense qu'une limite importante de ces dispositifs est qu'ils se concentrent uniquement sur l'environnement scolaire et n'interviennent pas sur les inégalités flagrantes entre les environnements familiaux.
En effet, si vous voulez, l'implicite de beaucoup de ces dispositifs est qu'on peut pas intervenir ou qu'on ne devrait même pas intervenir sur ce qui se passe à la maison et qu'il faut donc concentrer tous les efforts sur l'environnement scolaire, alors que, évidemment, les deux stratégies d'intervention peuvent être complémentaires. Deuxième point, nous savons que les enfants passent en fait beaucoup de temps avec leurs parents. Vous voyez ici une estimation du temps moyen passé par les parents avec leurs enfants, d'après les enquêtes emploi du temps françaises. Contrairement à certaines idées reçues, comme vous pouvez le voir, les parents français, les pères et les mères, passent une quantité de temps pas du tout négligeable avec leurs enfants. Nous savons que ce temps passé ensemble a augmenté au fil du temps, qu'on constate une augmentation aussi du temps de qualité, donc le temps que, par exemple, les parents peuvent passer dans des activités de jeu ou dans la lecture de livres. Il a également augmenté au fil du temps. Cette augmentation concerne tous les groupes sociaux, mais les gradients sociaux ont augmenté. C'est-à-dire, ça a toujours été le cas que les parents des catégories socio-professionnelles favorisées investissaient plus de temps, mais l'augmentation au fil du temps a été plus importante, donc une raison de plus pour intervenir avec des interventions de soutien à la parentalité. Une autre considération, si les enseignants et les camarades de classe changent tout au long de la scolarité des enfants, les parents constituent une influence permanente et à long terme. Par ailleurs, plusieurs recherches nous disent que les parents ont des aspirations éducatives élevées pour leurs enfants et que la plupart d'entre eux attachent une grande importance à la réussite scolaire. Plusieurs études confirment que cela vaut aussi pour les parents issus des milieux sociopopulaires et les parents d'origine immigrée. En fait, dans la plupart des pays occidentaux, y compris la France, nous savons qu'à performance scolaire égale, les familles issues de l'immigration affichent des aspirations éducatives même plus élevées que les familles natives. Ainsi, si les familles socialement défavorisées peuvent sembler moins impliquées dans l'éducation de leurs enfants, cela reflète probablement surtout un ensemble de barrières sociales auxquelles ces familles sont confrontées, plutôt qu'un manque d'intérêt des parents pour le développement et la réussite scolaire de leurs enfants. Enfin, si ces arguments suggèrent que les parents peuvent jouer un rôle important, il faut également reconnaître que souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre pour soutenir le développement, les apprentissages, la réussite scolaire de leurs enfants. En fait, beaucoup de parents ne réalisent pas à quel point ce qui se passe à la maison a des conséquences importantes pour ce qui se passe à l'école. Par exemple, plusieurs recherches montrent que la manière dont les parents communiquent avec leurs enfants, en les encourageant plus ou moins à développer leur discours, à motiver ce qu'ils disent, influence de manière considérable le développement langagier et cognitif des enfants, mais tous les parents ne sont pas conscients de cela. De même, des activités à la maison telles que lire des livres d'histoire, jouer à des jeux de société, faire de la cuisine ensemble, faire des puzzles, faire les courses ensemble et en parler, peuvent constituer d'excellentes occasions de favoriser les compétences et la motivation à apprendre des enfants, mais là encore, tous les parents ne sont pas conscients du potentiel de ces apprentissages informels à la maison. Les styles parentaux peuvent jouer un rôle également très important, je reviendrai sur ce point. Les données que je vous présente maintenant proviennent d'un projet que je mène avec Grégoire Borst, Nina Guyon, Élise Huyeri et Mélanie Pinero, qui est ici. C'est un projet qui concerne 55 écoles en éducation prioritaire, 177 classes de CP dans les académies de Paris et de Versailles. Nous avons administré des questionnaires aux parents, aux enfants et aux enseignants. Là, je vous montre des résultats concernant les questionnaires aux parents. Donc, les colonnes en bleu que vous voyez représentent un index qui synthétise la fréquence d'un ensemble d'activités
à la maison, tels que faire des puzzles, des jeux de société, chanter des comptines, lire des livres. Vous voyez les gardiens sociaux en fonction du niveau d'éducation des parents, de leur occupation, c'est l'index ISEE du statut socio-économique de la famille, et du statut migratoire, de l'origine migratoire des parents. Donc, ce que vous voyez, c'est que on constate des gardiens sociaux très importants par rapport à la fréquence d'activités qui peuvent stimuler ces apprentissages formels. Par exemple, si on compare des parents avec un diplôme du supérieur, le bac ou moins que le bac, on observe que ce genre d'activité varie de manière très importante en fonction du niveau d'éducation des parents. Et on retrouve des gardiens sociaux plutôt importants aussi dans l'implication des parents dans la gestion des écrans, des devoirs. Je ne vous ai pas montré ici. Dans la participation à la vie scolaire aussi, on voit des différences très marquées. Alors, évidemment, ces gardiens sociaux reflètent une pluralité de facteurs, mais je voudrais ici insister sur les barrières de nature informationnelle, parce qu'il s'agit d'un facteur sur lequel il semble possible d'intervenir assez rapidement. D'une part, les parents issus des milieux populaires ont moins souvent accès à des sources d'experts tels que des articles des journaux, des livres, des sites web, des blogs sur les liens entre parentalité, éducation et développement des enfants. D'autre part, ces informations circulent moins souvent dans leurs cercles sociaux et sans surprise, les chercheurs ont identifié des gardiens sociaux importants dans la familiarité des parents de différents milieux sociaux avec un ensemble d'activités et de pratiques qui peuvent stimuler le développement cognitif et socio-émotionnel des enfants. Or, si les familles socialement défavorisées ont une connaissance plus limitée des bienfaits de ces activités, des interventions qui apportent des informations et des conseils pratiques aux parents pourraient à la fois favoriser ces activités, stimuler les apprentissages informels et réduire les inégalités sociales correspondantes. Dans une revue de la littérature en cours avec Montserrat Bouteille, nous avons pris en compte, essayé d'identifier les principales stratégies d'intervention qui ont été développées et évaluées avec des évaluations des études randomisées. Nous avons pu identifier 109 études randomisées évaluant des interventions de soutien à la parentalité qui ont été menées pendant les 2 dernières décennies. Donc vous voyez qu'une première stratégie d'intervention a pour objectif principal de favoriser les compétences langagières et cognitives des enfants, notamment en encourageant les parents à mettre en place des activités à la maison qui constituent des apprentissages informels. Je vous ai déjà fait plusieurs exemples à cet égard. Environ 36%, environ un tiers des études que nous avons pu recenser. Une deuxième stratégie d'intervention, 25%, met l'accent plutôt sur le développement socio-émotionnel des enfants. Donc, ces interventions se proposent surtout de stimuler la réceptivité et la réactivité des parents aux besoins développementaux des enfants. Un troisième type d'intervention que nous avons identifié, moins développé, plus récent, je dirais, concerne, on peut dire, les règles à la maison, donc l'ensemble de pratiques, de routines familiales concernant par exemple l'usage des écrans, le sommeil, la gestion des devoirs et de manière plus générale l'ensemble des routines qui sont susceptibles d'influencer les capacités d'autorégulation des enfants à la maison et à l'école. Ces capacités d'autorégulation sont reconnues dans la littérature comme fondamentales pour le développement des enfants et leur réussite scolaire, leur bien-être. Par exemple, elles permettent aux enfants de mieux contrôler leurs pensées, leurs émotions, leur comportement, de se concentrer, d'apprendre à planifier leurs actions. Enfin, le 20% restant mobilise des approches plus hybrides, plus holistiques, qui tendent à combiner de manière différente ces différentes stratégies d'intervention.
Je vous montre maintenant un exemple d'une intervention parentale du premier type qui a produit des résultats très encourageants. Il s'agit de Ready4K, mené aux États-Unis par l'équipe de Susan Meyer. Ready4K ciblait les parents d'enfants âgés de 4 ans. Ils recevaient 3 SMS par semaine pendant 8 mois, parce qu'une année scolaire. Donc, le premier message de la semaine était un message FACT qui visait à informer les parents sur le lien entre une compétence des enfants et une pratique parentale. Par exemple, les enfants doivent être capables de parler avec leurs enseignants et leurs camarades pour réussir à l'école. Vous pouvez faire parler votre enfant en posant des questions chez lui. Ensuite, un message type proposait une suggestion spécifique. Par exemple, quand vous accompagnez votre enfant à l'école, vous pouvez lui demander « Si tu pouvais créer ta propre planète, qu'est-ce que tu mettrais dans cette planète? Des dinosaures, des princesses, des hamburgers? Parle-moi de ta planète. » Enfin, un message « Growth » encourageait les parents à continuer de pratiquer cette activité. Par exemple, vous pouvez ensuite poser d'autres questions. Est-ce que les princesses montent sur les dinosaures selon toi? Est-ce qu'ils mangent des hamburgers ensemble? Etc. D'autres séries de messages, encore une fois, 3 par semaine, visaient d'autres activités, d'autres moments de la journée, comme les courses, faire la vaisselle, le bain du soir, et offraient des suggestions aux parents pour encourager le développement langagier de leurs enfants. En mobilisant un essai randomisé, les chercheurs ont trouvé des indications que les parents ont effectivement utilisé plusieurs conseils contenus dans les SMS. Les enseignants du groupe expérimental, des parents associés au groupe expérimental, ont rapporté qu'ils étaient plus impliqués dans la scolarité de leurs enfants et, ce qui est plus intéressant et important, les enfants avec des compétences langagières moins développées ont connu une amélioration importante de leur vocabulaire et de leurs compétences langagières. 31% d'un écart type dans une mesure standardisée. J'ai choisi cet exemple pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il présente une stratégie innovante de communication avec les parents qui utilisent des SMS. Je dis ça parce que souvent, quand on envisage de communiquer avec les parents, notamment en contexte scolaire, peut-être la première option qui vient à l'esprit est de convoquer une réunion à l'école. Mais nous savons qu'un obstacle majeur est que de nombreux parents ne participent pas à ce type de réunion, et ce sont souvent les parents qui pourraient en bénéficier le plus. En revanche, pratiquement tous les parents ont un téléphone portable et lire des simples messages de texte, comme ceux que j'ai mentionnés, demande très peu de temps. Donc, premier point que je voudrais souligner, atteindre efficacement les parents, tous les parents, constitue un premier défi majeur pour ce type d'intervention de soutien à la parentalité. Un deuxième point fort de cette intervention est qu'elle a été explicitement conçue pour intégrer un ensemble d'obstacles concrets en matière d'implication parentale auxquels sont confrontés les parents socialement défavorisés. Ces parents sont souvent moins confiants dans leur capacité à soutenir leurs enfants. Ils peuvent être confrontés à des barrières linguistiques et culturelles, ainsi qu'à des situations stressantes au quotidien qui peuvent entraver leur disponibilité à investir du temps et des ressources mentales dans ce type de dispositif. Dans le cadre de Ready4K, d'abord les messages étaient envoyés en plusieurs langues et comme vous l'avez vu, ils utilisaient un langage simple. Ce dispositif ne demandait pas aux parents un investissement de temps important. En fait, on ne leur demandait pas de dégager davantage de temps pour ces activités. On essayait plutôt d'intégrer des petites activités ludiques ou des petites activités de jeu dans leur routine quotidienne. Donc, deuxième défi pour ce type d'intervention, concevoir des interventions qui prennent en compte l'ensemble des contraintes parentales et proposent des conseils réalisables pour tous les parents. Donc, une attention portée à l'accessibilité effective est une deuxième variable cruciale par rapport à l'efficacité de ces dispositifs. Si nous adoptons maintenant le point de vue des enseignants,
il est évident que conseiller individuellement chaque parent serait très chronophage et ça ajouterait une nouvelle charge de travail à un emploi du temps des enseignants qui est déjà très chargé. Par ailleurs, pendant les confinements, les écoles et les familles ont de plus en plus découvert et utilisé les opportunités de la communication à distance. Les SMS sont une option peu coûteuse, surtout lorsqu'ils sont utilisés à grande échelle. Par exemple, en France, Ready4K coûterait environ 5 € par enfant. Par ailleurs, d'autres moyens de communication à distance sont possibles. Je vais vous montrer des exemples, des flyers, l'envoi de vidéos, de courts appels téléphoniques. Les écoles utilisent de plus en plus les espaces numériques. On peut aussi combiner différentes stratégies. Le point essentiel, encore une fois, est atteindre les parents, tous les parents, de manière à la fois efficace et efficiente. Et en effet, dans l'évaluation de ce type d'intervention, des considérations de rapport coût-bénéfice liées aux ressources financières et humaines qui sont investies sont plutôt importantes. Donc, Ready4K nous donne un exemple d'une intervention qui a réussi à mobiliser les parents, à modifier leur routine, à favoriser les compétences langagières des enfants, réduire les inégalités de développement langagier avec un rapport coût-bénéfice très favorable. Ready4K n'est pas un cas isolé, je vais vous présenter d'autres exemples d'interventions prometteuses, mais je voudrais vraiment insister ici sur l'importance de prendre en compte les barrières comportementales qui peuvent entraver l'implication des parents dans ce genre de dispositif, notamment les barrières auxquelles sont confrontés les parents de classes populaires et issus de l'immigration. En effet, je pense que prendre en compte le point de vue des parents est à la fois essentiel et difficile pour les chercheurs et pour les décideurs politiques, parce que quand nous concevons une intervention, nous sommes évidemment convaincus qu'on va proposer aux parents des conseils utiles, bénéfiques pour leur famille, et on suppose plus ou moins implicitement que les parents seront motivés à nous écouter et à mettre en place nos conseils. Nous pouvons ainsi oublier facilement que lorsque les parents reçoivent nos messages qui les encouragent à faire ceci ou cela, ils peuvent être très fatigués après une longue journée de travail, stressés ou anxieux en raison de problèmes familiaux ou professionnels, et sans doute qu'ils manquent de temps. Donc nos messages rivalisent avec toutes ces préoccupations pour attirer leur attention, et même lorsque nous arrivons à capter leur attention et à les convaincre de la pertinence de certains messages, le passage des intentions à l'action et à réussir vraiment à établir des routines différentes est souvent un défi très important. Donc, ces barrières comportementales expliquent pourquoi modifier de manière durable le comportement des individus, de tous les individus, est souvent très difficile. C'est pour cette raison que je pense que fournir des informations, des conseils aux parents peut être utile, mais souvent se révèle insuffisant. Et je vais vous montrer des exemples qui confirment ça. Il faut réussir à attirer l'attention des parents, rendre les contenus des interventions accessibles et pertinents par rapport au contexte de vie des parents, faire des demandes de temps raisonnables qui s'inscrivent dans les routines parentales, faire face au phénomène d'autocensure des parents, notamment les parents plus socialement défavorisés, et réussir à maintenir les parents impliqués dans la durée. Donc c'est possible, mais on mesure la difficulté du défi. L'étude Ready4K montre que ce type d'intervention peut produire des résultats prometteurs, mais on peut se demander si ce genre d'intervention pourrait également fonctionner en France. Et je vais maintenant vous donner un exemple d'une intervention que j'ai menée avec deux collègues, Denis Fougère et Clément Pain de Sciences Po. Tout d'abord, pourquoi nous avons choisi de cibler cette activité et de l'évaluer avec une évaluation randomisée. D'abord, nous savons que la lecture de livres d'histoire favorise le développement langagier, le vocabulaire et la conscience phonologique des enfants. Donc, les deux prédicteurs principaux, je vous ai déjà dit, des apprentissages en lecture et en écriture à l'école primaire. Deuxièmement, il s'agit d'une activité qui, en principe, on pourrait considérer plutôt accessible pour
les familles. Les livres d'histoire pour enfants utilisent un langage simple. Cette activité demande juste quelques minutes avant le coucher. Les livres pour enfants sont disponibles gratuitement dans les bibliothèques de quartier ou dans les bibliothèques scolaires. Troisièmement, nous savons que cette activité présente des gradients sociaux très marqués qui reflètent au moins en partie les barrières informationnelles dont je vous ai parlé. Dans notre échantillon, donc des enfants de moyenne section en éducation prioritaire, en Île-de-France, 82% des parents avec un diplôme du supérieur déclarent lire au moins 2-3 fois par semaine à leurs enfants, mais seulement 51% des parents avec un baccalauréat et 39% des parents qui n'ont pas obtenu le baccalauréat. Donc on pourrait imaginer qu'une intervention qui apporte des informations sur les bienfaits de cette activité pourrait être un bon candidat pour favoriser le développement langagier des enfants et réduire les inégalités sociales associées. Donc nous avons mis en place une évaluation randomisée visant des enfants de moyenne section dans un échantillon d'écoles repères plus de l'Académie de Paris. Et nous avons sélectionné cet échantillon aléatoire de 46 écoles et nous avons invité à participer les parents qui devaient signer un formulaire de consentement. Comme vous le voyez, 96% des parents ont accepté de participer. Les enseignants se sont vraiment beaucoup investis dans ce projet. Et ensuite, nous avons effectué une randomisation entre classes, c'est-à-dire au sein de chaque école, nous avons réparti de manière aléatoire les classes de moyenne section entre groupes expérimentaux donc, qui participent au dispositif et groupes témoins qui fonctionnaient comme groupe de comparaison pour évaluer les effets de notre dispositif. Dans le cadre du dispositif, les parents ont reçu des flyers qui contenaient des informations sur les bienfaits de la lecture parentale pour le développement langagier, cognitif et socio-émotionnel des enfants, pour leur réussite scolaire. Les flyers mettaient en avant le fait que cette activité ne demande pas beaucoup de temps aux parents et que même quelques minutes peuvent être bénéfiques si l'activité est pratiquée avec régularité. De plus, les messages expliquaient pourquoi chaque parent peut contribuer, peut faciliter, peut participer à cette activité et par ce biais faciliter le développement langagier de ses enfants, quel que soit son niveau d'éducation ou son aisance avec le français. Les flyers essayaient de passer le message que la lecture partagée est à la fois un investissement parental accessible à tous et bénéfique pour les enfants. Nous avons communiqué en plusieurs langues pour prendre en compte les barrières linguistiques des parents complètement allophones, qui constituaient une petite minorité, 4% de notre échantillon. Cependant, nous craignons que la simple transmission d'informations pourrait ne pas suffire à modifier le comportement des parents en raison des barrières attentionnelles et comportementales que j'ai évoquées en précédence. Pour préparer notre intervention, nous avons mené une étude qualitative approfondie dans laquelle nous avons interrogé les parents et les enseignants qui nous ont aidés à co-construire le dispositif. Nous avons constaté que même lorsque les parents sont conscients des bienfaits de cette activité, beaucoup de parents le sont, ils peuvent ne pas avoir à la maison des livres adaptés à l'âge des enfants. La quasi-totalité des parents a quelques livres à la maison, mais pas souvent des livres adaptés à l'âge, et c'est un élément assez crucial pour que cette activité soit à la fois agréable et efficace. Non seulement ils ne les avaient pas, mais ils n'allaient pas les chercher dans les bibliothèques du quartier, même si ça demande quelques minutes de temps. Même lorsqu'ils possèdent des livres adaptés, ils nous disent souvent qu'ils n'ont pas le temps pour lire, qu'ils n'arrivent pas à trouver le temps. Et même lorsqu'ils lisent de temps en temps, ils peinent à établir une routine durable. Nous avons donc essayé de construire une intervention qui prenait en compte ces obstacles. D'abord, les parents ne devaient pas se procurer les livres. Chaque semaine, ils recevaient gratuitement 2 livres adaptés à l'âge de leurs enfants grâce à un prêt de livres basé à leur école maternelle.
Ensuite, nous avons mis l'accent non seulement sur les bénéfices à long terme de cette activité, mais aussi sur les bienfaits émotionnels immédiats, à court terme. Un moment agréable qu'on passe avec ses enfants, qu'on consacre à ses enfants. Les flyers fournissaient plusieurs conseils pour rendre l'activité plus agréable, plus marrante. Par exemple, à droite, vous voyez un flyer qui expliquait aux parents comment on peut jouer avec les images du livre. Les enfants sont très attirés par les images des livres, donc établir des liens entre l'histoire, le texte et les images est à la fois très enrichissant et très agréable pour les enfants. De plus, au lieu de demander aux parents de trouver du temps supplémentaire dans la journée, nous insistions sur le fait qu'ils pouvaient incorporer cette activité dans le rituel du coucher et même gagner du temps. Enfin, au début du dispositif, un court appel téléphonique présentait le projet aux parents, répondait à leurs questions et pendant les 2 derniers mois du projet, 12 SMS rebondissaient sur les messages des flyers et essayaient de maintenir les parents impliqués tout au long du dispositif. Nous avons mesuré la fréquence des activités de lecture partagées avec des questionnaires parentaux, le niveau de vocabulaire réceptif avec des tests standardisés administrés dans les écoles, et nous avons réalisé ces évaluations avant l'intervention, juste après et 6 mois après la conclusion de l'intervention. Donc les résultats ont relevé une augmentation significative de la fréquence de la lecture parentale, 8%. Une augmentation en fait assez négligeable parmi les parents qui ont un diplôme du supérieur, mais très importante parmi les parents moins éduqués. Pareil, un effet principal sur le vocabulaire des enfants qui était concentré presque uniquement sur les enfants provenant de familles avec un moindre niveau d'éducation. Ces effets ont perduré 6 mois après la fin de l'intervention et sont plutôt marqués, plus importants pour les familles bilingues d'origine immigrée. Par contre, aucun effet si les parents sont complètement allophones. Donc, vous avez ici un deuxième exemple d'une intervention qui a produit des impacts positifs, notamment pour les familles défavorisées, avec des coûts relativement limités, et qui a eu une bonne réception à la fois de la part des familles et des équipes enseignantes. En même temps, une limitation importante de cette étude, sur laquelle je reviendrai ensuite, est que, bien que le suivi à 6 mois de distance ait donné des résultats encourageants, nous n'avons pas pu observer les impacts à long terme du dispositif, parce qu'afin de convaincre les écoles à participer, nous avons choisi de nous engager à offrir le même dispositif aux classes témoins pendant l'année suivante. Plus en général, vous verrez qu'une des notes de prudence concernant la littérature sur le parenting, sur l'investissement parental, est précisément la difficulté à identifier des effets à long terme. Un deuxième point de prudence concerne la possibilité de généraliser les conclusions de notre étude. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir des résultats de notre étude, on pourrait conclure que, de manière générale, les interventions de lecture partagée sont une stratégie efficace? En réalité, comme je vais vous montrer, les indications provenant d'autres études randomisées sur la lecture partagée sont assez mitigées, voire décevantes. C'est-à-dire les résultats positifs que nous avons trouvés dans notre étude semblent être plutôt l'exception que la norme, et il s'agira de comprendre pourquoi. Donc avec 2 collègues, nous avons réalisé une méta-analyse de 30 études randomisées sur la lecture parentale, menée sur des parents d'enfants de 0 à 6 ans, évaluation randomisée qui utilisait une ou plusieurs mesures standardisées du langage de l'enfant, donc pas de déclaratif de la part des parents, et qui ont été menées pendant les 3 dernières décennies. Donc, pour vous donner quelques exemples des interventions qui sont examinées dans cette
méta-analyse, vous avez par exemple des programmes de visite à domicile, le programme le plus connu est peut-être le Bookstar, des partenariats avec des services de pédiatrie, le Reach Out and Read par exemple, des partenariats avec des bibliothèques, Born to Read, et des programmes de lecture dialogique. Notre méta-analyse sur ces 30 essais randomisés révèle qu'en moyenne, on trouve des effets positifs sur le vocabulaire actif ou réceptif des enfants, 16% d'un écart type. Mais cette moyenne cache en réalité deux résultats distincts. Les interventions en lecture dialogique, que vous voyez dans la partie haute de cette figure, ont des impacts plutôt importants, 26% d'un écart type dans les mesures de développement langagier des enfants, tandis que la quasi-totalité des autres interventions en lecture partagée ont des impacts très faibles, voire négligeables, 6% d'un écart type en moyenne. Donc, nous suggérons dans cette méta-analyse que de nombreuses interventions n'ont pas pris en compte efficacement les barrières comportementales et d'accessibilité dont je vous ai parlé. Donc, l'exception, je vous ai dit, c'est la lecture dialogique, qui est un type de dispositif qui encourage les parents à engager des dialogues, des discussions avec leurs enfants autour de l'histoire. Et c'est fait à travers des indications plutôt détaillées, précises et structurées sur comment encourager le parent à développer son discours et à presque re-raconter l'histoire. Donc vous voyez bien que cette méthode favorise l'acquisition de nouveaux mots, parce que les enfants réutilisent les mots qu'ils ont écoutés, donc ça facilite une appropriation des mots. Malheureusement, notre méta-analyse montre que lorsqu'on retrouve des impacts positifs, ils se concentrent principalement on retrouve des impacts positifs principalement lorsque ces études ne ciblent pas des familles socialement défavorisées. Par contre, quand on cible des familles socialement défavorisées, les impacts sont bien moins importants. Donc, la conclusion plutôt décourageante est qu'un effet moyen positif semble être associé à une augmentation des inégalités entre familles et entre enfants. Je reviendrai sur ce point, mais on peut supposer que les familles socialement favorisées sont plus à l'aise avec le format structuré et interactif de ce type d'intervention. Par ailleurs, lorsque nous avons comparé, lorsque nous avons examiné les délais entre la fin de l'intervention et le moment où on mesure les effets, donc le moment du post-test. En comparant ces 30 études randomisées, nous avons montré que les effets de ces interventions semblent diminuer très rapidement, les effets bénéfiques, quand on en observe. Et encore une fois, on les observe surtout sur les enfants de familles favorisées. Ces effets ont tendance à diminuer rapidement après l'intervention. Donc, je vous ai proposé quelques exemples de différentes modalités d'intervention. Je voudrais maintenant essayer de monter en généralité en vous présentant les résultats de deux grandes méta-analyses qui ont été publiées assez récemment. La première méta-analyse, dirigée par Jeong et publiée en 2021, a examiné 102 essais contrôlés randomisés qui portaient sur des interventions ciblant des parents d'enfants de 0 à 3 ans. Ensuite, je vais vous montrer les résultats d'une deuxième méta-analyse sur la tranche d'âge 0-6 ans. Donc, cette étude distingue deux grandes catégories d'interventions. D'une part, celles qui sont principalement axées sur des messages qui encouragent les parents à mettre en place des routines, des activités qui stimulent des apprentissages informels et par ce biais le développement cognitif, langagier et pré-mathématique des enfants. D'autre part, vous avez des interventions centrées sur la promotion de styles parentaux autoritatifs, authoritative parenting en anglais, c'est-à-dire qui encouragent les parents à adopter, à avoir des niveaux de soutien et de chaleur élevés dans l'interaction des parents avec les enfants et en même temps des attentes claires et cohérentes en matière de comportement des enfants.
Donc les parents autoritatifs sont à la fois réceptifs et réactifs aux besoins émotionnels de leurs enfants, mais aussi cohérents dans l'application des règles à la maison. En effet, depuis les années 60, on fait cette distinction classique en littérature entre ce style autoritatif et le style autoritaire, caractérisé par des attentes élevées mais un faible soutien émotionnel, ou un style permissif, caractérisé par un soutien émotionnel élevé mais des attentes faibles ou incohérentes de la part des parents. Il s'agit évidemment d'une distinction idéale typique. Dans la vraie vie, tout parent se trouve à osciller, à fluctuer entre ces différents styles, mais on penche plutôt vers un type ou vers l'autre. Donc, concrètement, ces interventions reposent souvent sur des facilitateurs qui observent les interactions entre les parents et les enfants, par exemple dans des activités de jeu ou d'apprentissage informel, et proposent aux parents des retours personnalisés, individualisés, des suggestions, des conseils pratiques. Mais certaines interventions se limitent à apporter des conseils de nature générale sans fournir des retours individualisés. De plus, vous voyez noter que les interventions de ce deuxième type incluent parfois aussi des éléments du premier type, donc des composantes de stimulation parentale. Et cela permet à Jeong et collègues d'évaluer la valeur ajoutée de combiner les deux types de stratégies. Concernant le format de ces interventions, presque la moitié, 46%, repose sur des visites à domicile, tandis que l'autre moitié se déroule dans des espaces communautaires tels que des maisons de quartier, des bibliothèques, des centres sociaux, des établissements médico-sociaux. 57% de ces interventions ciblent individuellement les familles, 13% reposent uniquement sur des activités de groupe et 30% utilisent un format hybride qui a à la fois une composante individuelle et une composante collective. Donc, dans ce forest plot, vous pouvez voir que parmi les 102 études examinées, 58, la figure à gauche, 58 ont examiné les impacts sur le développement cognitif des enfants. Et la taille d'effet moyenne de ces dispositifs est plutôt importante, donc 32% d'un écart type dans ces mesures de développement cognitif des enfants. En même temps, vous notez que cette graphique montre aussi une variabilité importante des impacts. Vous voyez que certaines interventions ont des effets encore plus importants, alors que d'autres sont beaucoup moins efficaces, voire complètement inefficaces. C'est un point important sur lequel je vais revenir, donc la variabilité des impacts de ces interventions. La figure à droite montre que les tailles d'effet sont du même ordre de grandeur pour les 46 études qui ont mesuré les impacts sur le développement langagier des enfants. Ces impacts sont un peu plus faibles, mais restent quand même plutôt encourageants pour les dimensions de développement socio-émotionnel des enfants et de développement moteur. 19% d'un écart type pour le développement socio-émotionnel et 24% pour le développement moteur. Le résultat sur ces mesures de développement socio-émotionnel des enfants est particulièrement intéressant parce que ce sont des mesures qui corrèlent de manière importante avec des dimensions de bien-être des enfants et de qualité de la relation entre parents et enfants. Par ailleurs, la méta-analyse prend en compte aussi les études qui ont mesuré directement des indicateurs de qualité de la relation et identifient des effets positifs aussi pour ce domaine. Le domaine où ces interventions sont visiblement moins efficaces, c'est la santé mentale des parents. Il n'y a pas d'effet négatif, mais on n'arrive pas, à travers ces interventions, à modifier de manière positive cette dimension. Enfin, 29 études ont mesuré les impacts de ces interventions sur les problèmes comportementaux, sur les difficultés comportementales des enfants, et les tailles d'effet sont un
peu moins importante, mais quand même pas complètement négligeable. De toute façon, il faut relativiser les différences entre ces différents domaines, entre les impacts dans ces différents domaines, parce que les mesures de développement cognitif et langagier sont globalement plus robustes et mieux validées par rapport aux mesures disponibles pour les autres dimensions sur lesquelles nous avons des données. Le nombre d'estimations est aussi variable en fonction des domaines. Quoi qu'il en soit, la conclusion principale qu'on peut tirer est que globalement, si on se tient aux effets moyens, ces interventions peuvent produire des effets bénéfiques sur plusieurs dimensions du développement des enfants. En même temps, je vous ai dit, on constate une variabilité importante. Et ce qui est intéressant dans une méta-analyse est qu'on peut alors essayer d'explorer si des caractéristiques spécifiques des études et des interventions sont associées à des impacts plus ou moins importants. Et quand on dispose d'un nombre élevé d'études, comme c'est le cas ici, on peut mener une analyse à plusieurs variables qui essayent de prendre en compte, dans la mesure du possible, les corrélations entre les différentes caractéristiques de ces études. Ça reste évidemment sur un plan descriptif, mais ça apporte quand même des indications intéressantes. Donc, première conclusion de Jeong et collègues, les 102 interventions dont je vous ai parlé ont concerné à la fois des pays riches et des pays en développement. Donc on peut se demander si l'efficacité de ces interventions varie en fonction du contexte. La conclusion de cette méta-analyse est que systématiquement, pour tous les domaines de développement des enfants, on retrouve des impacts moyens plus importants dans les pays en développement, mais que les impacts restent significatifs et pas du tout négligeables aussi pour les pays riches. Par ailleurs, on pourrait se demander si au sein des pays riches, une intervention menée aux États-Unis aurait les mêmes effets si elle est menée en France ou en Allemagne. Jean et collègues n'arrivent pas à ce niveau de détail, mais une autre méta-analyse menée par Francis Treves et collègues a examiné les impacts de 4 différentes interventions. Chacune de ces interventions a été répliquée dans plusieurs pays. Ils ont essayé de voir si les effets étaient similaires à travers les pays, concluant que le niveau de transportabilité de ces interventions est élevé, c'est-à-dire les impacts sont plutôt similaires entre pays riches. Leur hypothèse est que les problèmes de base auxquels sont confrontés les parents de différents pays riches ne sont pas si différents. Et je voudrais vous montrer un exemple d'un de ces programmes qui a montré des conclusions plutôt encourageantes et robustes à travers différents contextes nationaux. Il s'agit du programme Incredible Years. Dans ce programme, les parents travaillent ensemble une fois par semaine, un groupe de 10 à 14 parents pendant presque 3 mois, avec 2 animateurs de groupe qui ont été spécifiquement formés à la méthodologie de ce projet. Le programme encourage des relations chaleureuses entre les parents et les enfants en mettant l'accent sur l'importance du jeu interactif avec les enfants et en encourageant des comportements positifs et bienveillants des parents, ainsi que des stratégies de discipline constructive. Ce qui me semble particulièrement intéressant, le changement des comportements des parents est favorisé par des méthodes basées sur la pratique. Donc, par exemple, des activités de résolution de problèmes, la discussion collective de vidéos illustrant différentes stratégies parentales, des jeux de rôle. Donc, un modèle collaboratif qui permet aux parents de reconnaître leurs compétences, de les autonomiser et d'identifier des stratégies efficaces et pertinentes par rapport à leur propre contexte familial. L'accès aux réunions de groupe dans Incredible Years est facilité en fournissant par exemple un soutien pour la garde d'enfants et parfois un soutien pour les déplacements des parents lorsque c'est nécessaire. Enfin, Incredible Years met l'accent sur la fidélité au programme, donc à travers un système de formation très rigoureux et une supervision régulière des animateurs qui sont censés aussi soumettre du matériel vidéo des réunions de groupe et qui reçoivent des retours systématiques
sur leur efficacité dans la gestion de ces réunions. Pour vous donner une idée, ce programme a été testé dans 8 pays européens, la Suède, le Royaume-Uni, l'Allemagne, pas la France, l'Espagne. Et les tailles d'effet sur des mesures de développement cognitif et socio-émotionnel des enfants varient entre 30% et 38% entre ces pays. Donc des effets positifs, systématiques dans différents contextes nationaux, qui persistent. Au moins, on a réussi à observer les effets pendant les 2 premières années de vie avec des effets positifs et qui sont du même ordre de grandeur pour les enfants provenant de familles socialement favorisées et défavorisées. Une deuxième conclusion de la méta-analyse de Jong et collègues est que les interventions les plus efficaces combinent des messages de stimulation cognitive des enfants avec des messages sur la réceptivité et la réactivité des parents. Donc il y a une vraie valeur ajoutée à intégrer les deux approches et Incredible Years est justement un exemple d'une intervention qui essaie de combiner ces deux approches. Par contre, Jean et collègues n'ont pas trouvé de différences systématiques entre les différentes interventions en fonction du contexte, donc visite à domicile versus espace de communauté, ni en fonction des modalités de livraison des interventions, donc des programmes individuels ou des programmes collectifs. Évidemment, ces différentes dimensions peuvent être importantes ou nécessaires par rapport à des méthodologies spécifiques d'intervention, mais en moyenne, on ne peut pas conclure, par exemple, que des programmes individualisés de visite à domicile seraient plus efficaces qu'un format de groupe pratiqué dans des espaces communautaires. C'est une conclusion qui est confirmée par la deuxième méta-analyse dont je vais vous parler et ça serait une excellente nouvelle parce qu'évidemment les coûts de ces formats sont très différents. Jusqu'à présent, j'ai parlé publiquement de programmes de soutien à la parentalité ou de programmes de lecture parentale, mais nous savons bien que la plupart des interventions ciblent souvent les mères, ou lorsqu'il n'y a pas de cible prédéfinie, on finit dans la plupart des cas par entrer en relation avec les mères ou les grands-mères, les sœurs aînées, etc. On a commencé très récemment à développer des interventions qui ciblent spécifiquement les pères, mais leur nombre est encore très petit, j'en connais peut-être 3, pour tirer des conclusions robustes. Par ailleurs, les quelques interventions qui ont été évaluées avec des études randomisées ne donnent pas des résultats très encourageants, mais tout laisse penser que c'est une piste d'intervention et de recherche qui sera ultérieurement développée dans les années à venir. Comme je vous ai dit, dans la littérature économique et neuroscientifique, on a beaucoup insisté sur l'importance d'intervenir tôt, en bas âge. La méta-analyse de Jean ne trouve pas de différence systématique dans les impacts des interventions en fonction de l'âge des enfants, mais ils analysent des interventions pour la tranche d'âge 0-3. La deuxième méta-analyse de Ether Prime, qui a fondamentalement répliqué l'analyse de Jean pour la tranche d'âge 0-6, arrive à la même conclusion. Donc, pas de différence dans la tranche d'âge 0-6 ans. Évidemment, il peut y en avoir si on compare des interventions qui interviennent de manière plus tardive. Plus en général, il est rassurant de constater que les conclusions des deux méta-analyses sont très concordantes. Donc, les ordres de grandeur des tailles d'effet dans les différents domaines sont très similaires. La même invariance par rapport au format des interventions et dans les deux méta-analyses, on ne constate pas d'impact différent sur les filles et sur les garçons, avec une exception principale, c'est les différences comportementales. Sur les difficultés comportementales des enfants, on retrouve des tailles d'effet un peu plus importantes pour les garçons. Ces deux méta-analyses partagent aussi une limite importante, qui est surtout une limite des études qu'elles ont passées en revue. Elles considèrent seulement les effets de court terme de ces dispositifs. Or, nous avons déjà vu que les effets bénéfiques initiaux d'une intervention peuvent bien diminuer, voire disparaître au fil du temps, ou à l'inverse, ils pourraient aussi se consolider. Actuellement, nous savons qu'il est possible de modifier le comportement des parents avec des effets bénéfiques
sur les enfants dans une pluralité de domaines, mais nous ne sommes pas encore en mesure d'indiquer quelles interventions produisent les effets les plus durables, par exemple sur les performances académiques ou sur l'obtention de diplômes, qu'on a pu faire pour d'autres types de stratégies d'intervention. Un deuxième point d'attention qui me semble très important est que la méta-analyse de Prime a pris en compte une dimension d'hétérogénéité que Jeong et collègues n'avaient pas traitée, c'est-à-dire si les impacts varient en fonction de la position sociale des parents, donc le revenu, l'occupation ou le niveau d'éducation des parents. Et ce qu'on constate, ce que Heather Prime et collègues constatent, c'est que ces interventions se révèlent plus efficaces sur les familles socialement favorisées. Cela nous dit peut-être deux choses intéressantes. D'une part, les barrières informationnelles sur les pratiques parentales efficaces concernent aussi les familles socialement favorisées. D'autre part, ces familles arrivent plus facilement à se saisir des conseils et des recommandations qu'elles reçoivent et à les mettre en place. D'un point de vue de politique publique, ces résultats pourraient être préoccupants parce que ça semble poser un dilemme potentiel entre l'objectif d'améliorer le niveau moyen de développement langagier et cognitif des enfants et la réduction des inégalités, mais on peut contourner ce problème, au moins en partie, avec des interventions ciblées sur les quartiers, les écoles, les familles socialement défavorisées. Même si je pense qu'on pourrait avoir plusieurs raisons de préférer des interventions qui arrivent à produire, des interventions universalistes qui arrivent à produire des effets de réduction des inégalités. Donc, avant de conclure, je voudrais mentionner un dernier levier d'action qui a commencé à être étudié récemment. Il s'agit des interventions qui facilitent l'accès aux services pour la petite enfance. En effet, plusieurs études ont montré que l'accès à ces services, surtout lorsqu'ils sont de bonne qualité, a des effets positifs sur le développement cognitif et langagier des enfants, notamment des effets importants pour les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés. Pour le cas français, nous avons une étude qui va dans la même direction de Panico, Berger et Solas, qui montre donc des effets positifs sur plusieurs dimensions du développement des enfants. Malheureusement, comme vous pouvez constater dans ce graphique, l'accès à ces services est très inégalitaire en France, c'est-à-dire les enfants issus des familles socialement défavorisées et de l'immigration sont largement sous-représentés dans ces services et ces disparités d'accès sont particulièrement frappantes en France. Donc l'accès par exemple en crèche ou à des services d'assistante maternelle. Une revue systématique de la littérature de Ludin Karbucha a identifié 4 types de barrières pour les familles. Barrières d'accessibilité, liées par exemple aux critères d'éligibilité à la distribution territoriale de l'offre. Barrières économiques, les coûts directs et les coûts opportunités de ces services. Barrières informationnelles, la connaissance des coûts, des critères d'éligibilité, des modalités de candidature. Et des barrières administratives liées aux difficultés, notamment pour les familles socialement défavorisées, à interagir avec les bureaucraties publiques, à produire des documents, remplir des formulaires, etc. Or, ces deux derniers types de barrières, donc les barrières informationnelles et les barrières administratives, pourraient être atténuées à travers des interventions qui apportent des informations aux familles sur le fonctionnement de ces services pour la petite enfance et qui les accompagnent dans le processus de candidature si elles souhaitent candidater pour une place. Une récente étude randomisée qui a été menée en Allemagne a montré en effet que ce genre de dispositif, qui intègre encore une fois une composante d'information, une composante d'accompagnement des parents, peut produire des effets importants sur la candidature et sur l'accès effectif à ces services pour les enfants des familles socialement défavorisées et que ça permet de réduire de manière importante les inégalités d'accès. Une étude randomisée similaire menée par Ludin Karbucha est actuellement en cours
aussi en France et montre que ces barrières informationnelles et administratives jouent un rôle important. Cette étude sera présentée prochainement dans le cadre des activités du projet IDEA. Pour conclure, dans cette présentation, j'ai essayé de vous présenter à la fois le potentiel et les défis inhérents à ce type d'intervention parentale. Je suis convaincu que ces interventions peuvent constituer un levier important et trop souvent négligé par les décideurs politiques pour favoriser le développement des enfants et réduire les inégalités sociales entre environnements familiaux. Dans un contexte de pression croissante sur les finances publiques, ces interventions ont un intérêt particulier parce qu'elles sont peu coûteuses, parce qu'elles peuvent être mises en place avec une flexibilité de format, dans une pluralité de développement, dans une pluralité de stratégies d'intervention et de contextes d'intervention possibles. J'ai essayé de souligner que la question de l'accessibilité effective de ces dispositifs est d'importance primordiale par rapport à leur efficacité et à la durabilité des effets de réduction des inégalités sociales. Pour conclure, je voudrais souligner que ces interventions doivent être évidemment complétées par d'autres types d'actions de nature plus structurelle. Par exemple, dans le cas des inégalités d'accès aux crèches que je viens de mentionner, il est nécessaire aussi d'intervenir sur les critères d'éligibilité et sur la répartition territoriale de l'offre. De même, l'intervention de lecture parentale que je vous ai présentée s'est révélée inefficace pour les familles allophones. Cela suggère peut-être qu'il est important de travailler à des interventions qui lèvent les barrières linguistiques pour les parents concernés. Plus en général, il convient de rappeler que lorsque les parents sont confrontés à des situations de pauvreté, de chômage ou d'insécurité économique, ils seront difficilement réceptifs à ce type d'intervention. En effet, dans cette présentation, j'ai essayé de montrer qu'il est important de comprendre les inégalités entre environnements familiaux dans le contexte plus large des inégalités socio-économiques et culturelles de nos sociétés. Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques publiques qui s'attaquent aussi à ces inégalités plus larges. Merci.